Monsieur le bâtonnier, à mon tour de prendre la parole, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, l'année qui vient de s'achever a été marquée par votre élection à la magistrature suprême, au suffrage universel à la majorité absolue, et l'élection des députés qui composent aujourd'hui la 15e législature du Sénégal. L'audience solennelle de la rentrée judiciaire, qui permet d'évoquer le bilan et les perspectives des juridictions, porte l'empreinte de ces événements qui traduisent le travail acharné d'hommes et de femmes de l'administration, notamment judiciaire, pour le bon déroulement du processus électoral. Permettez-moi de me réjouir en premier de cette victoire de la démocratie sénégalaise. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce de bien accomplir votre mission et de laisser une empreinte impérissable dans la mémoire de l'État sénégalais. Je voudrais également vous réitérer ma profonde gratitude pour m'avoir nommé premier président de la Cour suprême sur la proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Je mesure avec une pleine responsabilité le sens et la portée de cette confiance. Puisse Dieu nous faciliter cette lourde mais exaltante mission. Monsieur le Président de la République, ces élections, sans aucun doute, plus que celles qui l'ont précédée, ont mis à rude épreuve l'institution judiciaire. C'est certainement la raison pour laquelle, dès votre accession à la magistrature suprême, vous avez répondu à une forte demande sociale en convoquant les assises nationales sur la justice sénégalaise. Elles ont été un grand moment pour les citoyens, dans leur diversité, d'apprécier le fonctionnement de l'institution judiciaire. La haute hiérarchie judiciaire y a été appelée in extremis, mais pas pour y jouer un rôle de premier plan. À juste titre, peut-être. Il faudrait néanmoins admettre que certaines imperfections ne peuvent être perçues qu'à l'intérieur du système judiciaire par les hommes du métier. La haute hiérarchie aurait pu avouer à ses assises son impuissance lors des périodes troubles à pallier les dysfonctionnements qui peuvent affecter fortement la marche régulière de la justice, son impuissance à redresser la barre. Nous pouvons en juger par les réalités des textes d'hier comme d'aujourd'hui, aujourd'hui étant à son lever de soleil. La hiérarchie judiciaire n'a en effet aucun pouvoir juridique de proposition de nomination aux emplois judiciaires établi par le statut spécial des magistrats. Elle ne peut, en matière pénale, poursuivre un magistrat sans y être autorisé par le ministre de la Justice. Enfin, la saisine du Conseil de discipline des magistrats appartient exclusivement au ministre de la Justice. Il s'avère ainsi qu'aucun levier important, ni aucune initiative permettant de mettre fin à un dysfonctionnement du système judiciaire n'est confié au pouvoir judiciaire, aux magistrats. Dans ces conditions, en cas de difficulté majeure, les regards doivent se tourner vers le ou les maîtres du jeu pour situer les responsabilités. En tout état de cause, une fois nommé, le magistrat ne doit obéir qu'à la loi et à sa conscience, en conformité avec les termes de son serment. La formule de la prestation de serment contient toutes les dispositions nécessaires pour que le juge, qui est le gardien de la loi, soit également gardé par celle-ci. Il me semble donc peut-être vain de s'interroger sur la question de savoir si, d'un point de vue culturel, il ne serait pas plus judicieux de conférer au serment du magistrat un caractère religieux en l'exprimant dans les formes requises par nos religions pour créer ainsi un impact plus important sur sa conscience. Cette réflexion cache peut-être l'idée plus globale
que le fonctionnement de l'institution judiciaire devrait s'inscrire dans nos valeurs sociétales pour permettre au peuple sénégalais, au nom duquel le magistrat rend ses décisions, de mieux se reconnaître dans son juge. Montesquieu nous enseigne, dans son ouvrage emblématique de l'esprit des lois, bien connu des juristes, que, je cite, « Les lois doivent être tellement propres au peuple pour lesquels elles sont faites que c'est un grand hasard si celle d'une nation peut venir à une autre. » Fin de citation. Dès lors, sur le fond du droit que nous appliquons dans ces différentes matières, ne faudrait-il pas s'inspirer des propos du président Senghor qui aimait dire qu'il faut penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes? Que penser alors du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique, du droit des affaires qui découle des actes uniformes pris par le Conseil des ministres des États membres? Nos parlements n'interviennent pas pour autoriser leur ratification, ce droit n'en ayant pas besoin. C'est une originalité parce que, selon l'article 9 du traité OHADA, le texte adopté par le Conseil des ministres entre en vigueur 90 jours après sa publication au journal officiel de l'OHADA. Il me semble nécessaire de faire le bilan de ce droit au regard des promesses d'attractivité qui ont justifié la création de cet espace. Les assises de la justice n'ont pas également abordé la question du protocole au niveau de l'État pour mieux situer la représentation du pouvoir judiciaire. Si celui-ci n'y est pas absent, comme l'est l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'adoption des actes uniformes, jusqu'à récemment, il n'était pas cependant visible à raison du rang qu'il occupait sur ce plan, en total déphasage avec sa qualité de troisième pouvoir. La suppression récente de deux institutions consultatives a ramené le pouvoir judiciaire à une meilleure position, même si, de notre point de vue, la déclinaison de l'article 6 de la Constitution sur le plan protocolaire pourrait être mieux aménagée. Pour conclure sur ce point, nous voudrions insister sur la nécessité de la sauvegarde du patrimoine immobilier relevant naguère du pouvoir judiciaire. Ces immeubles, de Saint-Louis à Dakar, mais également pouvant être situés ailleurs, font partie des sites qui racontent un pan de l'histoire du Sénégal, quasiment depuis la naissance de notre pays. Il s'agit d'une mémoire à conserver absolument par le retour de ces sites à leur destination initiale. La rénovation et la modernisation de la justice doivent avoir pour socle l'histoire de notre pays. Le pouvoir judiciaire souhaiterait retrouver tout son patrimoine immobilier, déjà très insuffisant pour accueillir l'ensemble de ses services, et rendre à autrui ce qui lui appartient. Il nous plaît de rappeler également qu'il est nécessaire de procéder à la relecture de plusieurs de nos textes afin de leur procurer une meilleure cohérence. À en juger par les nombreuses demandes d'avis au Conseil constitutionnel depuis l'année 2016, pour la précision de la pensée du pouvoir constituant et du législateur électoral, ainsi que les efforts d'interprétation du juge judiciaire pour donner un sens à certains textes, on est en droit de se demander si nos lois sont bien pensées et si elles ont été énoncées clairement. Il revient certes au juge d'interpréter la loi. Il importe cependant, notamment dans certaines matières qui, comme le droit électoral et le droit pénal, cristallisent l'attention des populations sur la justice lorsqu'elles impliquent des questions ou des personnalités politiques, que la loi soit suffisamment claire, tout au moins dans son esprit. Il faut pour cela plutôt avoir une approche systémique et éviter les modifications partielles, voire parcellaires, qui n'ont d'autre effet que de rendre nos textes nébuleux, voire contradictoires. Ces points soulevés constituent un des volets sur lesquels la doctrine est plutôt attendue. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est avec un immense honneur que je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations
pour votre élection à la tête de cette noble institution. Votre accession à cette haute fonction témoigne non seulement de la confiance placée en vous par vos pairs, mais également de votre engagement indéfectible à notre République et à ses institutions démocratiques. La mission qui vous attend est exigeante et cruciale pour le renforcement de l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs et la représentation des aspirations du peuple sénégalais. Je suis convaincu que votre leadership éclairé permettra à l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle dans le respect des principes républicains. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une grande considération que je tiens à vous adresser, au nom de toute la compagnie judiciaire, mes chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du gouvernement. Votre accession à cette haute fonction témoigne de la confiance de Monsieur le Président de la République à votre endroit et de l'espoir que la nation toute entière place en vos compétences, votre expérience et votre engagement au service de la République. Je suis convaincu que vos qualités de leader, votre vision et votre dévouement contribueront à relever les défis de notre époque et à promouvoir le développement, la justice, le progrès social et l'équité pour le bien-être de tous nos concitoyens. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Chers collègues, votre nomination à la tête du ministère de la Justice était un sursaut nécessaire dont l'institution judiciaire avait besoin pour reprendre ses marques. Votre connaissance de l'administration judiciaire et vos compétences professionnelles ont certainement justifié le choix porté sur votre personne. Nous nous en félicitons et vous assurons de nos prières et de notre soutien dans l'exercice de vos fonctions. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à cette prestigieuse fonction. Vous êtes un juriste chevronné, d'une grande générosité intellectuelle, un magistrat rigoureux, loyal, intègre et respecté. Vos qualités seront un atout pour l'exercice des responsabilités éminentes qui vous sont confiées. Nous prions Dieu qu'il vous assiste dans cette noble mission. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Président de la Cour suprême du Bénin, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême du Bénin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les recteurs, doyens et professeurs d'université, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Pour la première audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux qu'il nous fait l'honneur de présider, perpétuant ainsi une tradition, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, nous a invités à réfléchir sur un thème qui nous interpelle par son acuité et son actualité. Droit de grève et préservation de l'ordre public. Ce choix nous laisse entrevoir l'intérêt qu'il porte à la protection des droits fondamentaux. Mon collègue, le juge Latirnian, conseiller délégué à la Cour suprême, en a largement fait le tour et je suis tenté, après l'avoir félicité pour la qualité de son travail, de dire, à l'instar du poète, que, je cite, « Tout a été dit et l'on vient trop tard ». Fin de citation.